sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le magazine dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Et pour l'heure, il est désormais temps de recevoir sur le plateau de TV Finance le globe-trotter de l'agriculture. Je pense à Christophe Dequitte. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole. Vous avez été journaliste, directeur de la communication de grands groupes agricoles et agroalimentaires. Vous avez été créateur du campus Triangle, qui est un institut de formation pour jeunes agriculteurs. Et aujourd'hui, vous êtes président de Christophe Dequitte Communication, une entreprise chargée de mettre en place des conférences, de réfléchir à des cours et en gros au partage du savoir-être et du savoir-faire en ce qui concerne le monde agricole. Bravo, monsieur, pour tout ça. Merci. Simplement, quand on a les cheveux blancs comme moi, on a envie de partager un savoir-faire, un savoir-être, voir quelques expériences et c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Christophe, d'avoir accepté notre invitation. On va commencer votre intervention. On va commencer par vous écouter sur un volet très international, la guerre, on sait tous que la guerre en Ukraine a eu des répercussions, notamment sur les prix des matières premières agricoles. Mais est-ce que, dans quelle mesure la guerre en Ukraine a-t-elle complètement déréglé le marché mondial des produits agricoles ? Alors, est-ce que c'est complètement déréglé ? Vraisemblablement pas, mais ça l'a très fortement perturbé. C'est assez simple à comprendre. Vous avez un principe en économie que tous nos auditeurs connaissent parfaitement, c'est l'offre et la demande. On a une offre aujourd'hui sur les produits agricoles mondiaux qui est sensiblement égale à la demande d'année en année, avec des productions qui sont exponentielles. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de monter. Si on prend la culture de blé, mais vous pouvez prendre aussi bien les productions animales que votre production végétale, il y a plus d'individus sur Terre, et il y en a de plus en plus qui peuvent mieux manger. On a 1 milliard de gens sur Terre aujourd'hui qui ne mangent pas leur faim, mais on a 2,5 à 3 milliards qui peuvent s'offrir de la bière, du pain, etc. Et on en aura demain plus de 50% de la population qui pourra faire ce genre de choses. Donc le trend est toujours vers la hausse et va se poursuivre. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie ? La Russie a attaqué le 24 février, comme tout le monde le sait, et c'est pas par hasard. Elle a attaqué à un moment donné où globalement le marché est le plus fragilisé, c'est-à-dire qu'il y a le moins de stock possible, et notamment sur les céréales. C'est-à-dire que M. Poutine savait parfaitement qu'en attaquant l'Ukraine, qui fait partie des 10 premiers producteurs du monde, mais qui ne représente que 3% de la production mondiale. Par contre, elle représente 10% des exports. Donc sur un marché qui était très déséquilibré. Équilibré plutôt. Équilibré, déséquilibré par la force des choses. Et elle a été déséquilibrée parce qu'on lui a enlevé 10% de cette production qui était capable d'aller nourrir les 60 à 70 pays, notamment africains et asiatiques, qui ont besoin de ce blé. Alors est-ce que ça va durer ? Bien sûr, ça va durer. Ça va durer simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Russes non seulement font la guerre, mais en plus ils laissent derrière eux des petites choses qu'on appelle les mines. On a entendu récemment parler de 40% du territoire ukrainien qui était miné. Donc on a dit qu'il y avait à peu près 10 ans avant de déminer, exactement. Ça veut dire que les Ukrainiens avaient de la camelote aujourd'hui, et notamment du blé, et du blé ou du tournesol. Je vous rappelle que le tournesol en Ukraine, ça représente 70% de la production mondiale. Donc, ils ne peuvent plus cultiver. C'est pour ça que lui, il a explosé. Ils ne peuvent plus cultiver, ils ne vont pas pouvoir cultiver pendant peut-être pas une décennie, mais pendant plusieurs années. Donc les stocks qu'ils avaient depuis 2 ans, il a bien fallu qu'ils financent un petit peu et qu'ils les liquident. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Puisqu'ils ne pouvaient pas prendre la mer, ils ont pris le train, ils ont pris des routes, et ils ont envahi la Pologne, la Hongrie, des pays européens. Et on sait que ça a fait un clash, ces pays-là ont un petit peu réagi, de se voir envahir par les céréales ukrainiennes, qui n'avaient pas d'autre choix, quoi. Je vous rappelle aussi une petite anecdote. Mes copains agriculteurs ukrainiens travaillent la nuit comme les agriculteurs français, et le grand jeu des Russes, c'est de pouvoir cibler un tracteur avec de la lumière. La nuit, vous avez forcément de la lumière, et il y a eu plusieurs morts et plusieurs tracteurs qui ont disparu à cause de drones, effectivement. De drones russes. Alors, en tout cas, effectivement, sont jamais. De toute façon, une guerre, c'est quelque angle que ce soit, quel coin on l'analyse, ça reste de toute façon dramatique. Justement, dans cette logique de sécurité, mais là, c'est plutôt de sécurité alimentaire, pour préserver sa souveraineté alimentaire, est-ce que l'Europe doit s'affranchir de certaines contraintes environnementales pour augmenter la production agricole des 27, selon vous ? Alors, c'est vraiment un vaste débat, parce que vous avez l'homme que je suis, père, grand-père, bien évidemment, vous dit on ne peut pas continuer comme ça.
au niveau de la planète par rapport au CO2. Et l'agriculture est un des facteurs qui effectivement pollue la planète sur le CO2. Bon, ok. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, moins de 8 jours après la guerre en Ukraine, vous avez la présidence de la République française, qui était aussi présidente de l'Europe, a réuni ses partenaires pour leur dire, mais si on n'a pas de quoi faire manger la population mondiale, on aura un autre phénomène qui est des révolutions un peu partout. Bon. Donc, on est vraiment dans le débat entre écologie, environnement, lutte contre le changement climatique et l'économie alimentaire, mais aussi géopolitique du monde. Donc le tout c'était de nouvelles donnes qu'on n'avait pas, et ce fameux Green Deal dont l'Europe s'était targuée de pouvoir mettre en place, qui est quelque chose de remarquable. Vous êtes pour 2019, le Green Deal, je crois, décembre 2019, on le vote. Il y a eu récemment, le 18 avril, le Parlement européen a voté 5 règles majeures du Green Deal pour réduire les émissions de carbone. On est sur la bonne route, selon vous, malgré justement toujours ces contraintes géopolitiques? Alors, on est sur la bonne route à partir du moment où on ne fait pas de la politique quand on fait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est réaliste aussi par rapport aux gens qui produisent. Les politiques que nous rencontrons, nous les agroéconomistes, lorsque vous parlez des répercussions économiques et financières de ce Green Deal, bottent toujours en touche. Parce qu'elles sont... Pourquoi? Quel que soit le prix. Vous avez entendu ça pour le Covid, etc. Ils sont dans le même schéma, quel que soit le prix. Et c'est peut-être la bonne solution. Mais par contre, nous avons étudié, et des syndicats, etc. ont étudié, c'est entre moins 10 et moins 25% de production en Europe. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour atteindre la neutralité carbone et pour faire ce fameux Green Deal. Est-ce qu'on peut se le permettre? Ça, c'est la première chose. Chacun a sa libre appréciation. La deuxième chose, est-ce que dans un monde où vous avez une personnalité qui en a fait une arme quasiment atomique, Poutine en l'occurrence, est-ce qu'on peut se permettre, nous, de nous déshabiller pour que demain, il nous affame? Est-ce que les Français sont prêts demain, effectivement, à ne plus avoir sur l'étal de marché un certain nombre de choses? Puis je vous rappelle que dans le Green Deal, il y a un certain nombre de choses qu'on appelle les cultures orphelines, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus cultiver en Europe un certain nombre de productions, simplement parce qu'on n'a pas de quoi les traiter, on n'a pas le droit, on n'a pas la possibilité de les produire correctement. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Mais selon vous, justement, vous posez de bonnes questions, est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire déshabiller l'agriculteur français pour nourrir l'Européen, voire le consommateur mondial? Alors pour moi, c'est bien évidemment une hérésie. C'est une hérésie parce que le français, mais aussi l'Européen, est toujours le même. C'est-à-dire, oui, il faut faire, mais il ne fait pas. Alors, vous avez un exemple merveilleux qui est le bio. Le bio, merveilleux. Puisque, moi, je me souviens, il y a déjà 10 ans, j'ai mis en garde un certain nombre de mes copains agriculteurs, mais aussi un certain nombre de politiques français, en leur disant, attention, vous voulez du bio. Il y a notamment un type qui voulait être président de la République, que je ne citerai pas, qui avait édicté, pour avoir quelques voix, 50% de bio en Saône-et-Loire. Bon. Moi, je peux édicter tout ce que vous voulez. Le pays qui fait le plus de bio au monde s'appelle l'Autriche. Il fait partie de la communauté européenne. Et aujourd'hui, le marché 28% des terres autrichiennes sont en bio, ce qui représente 24% du marché, puisque vous perdez 20 à 30% de production en faisant du bio. Et je vous rappelle que le bio est aussi fortement demandeur de pesticides, contrairement à ce que les gens croient, et fortement demandeur de CO2, puisque vous utilisez beaucoup plus de tracteurs, vous utilisez... donc à l'heure de la transition agricole, ce qu'on verra un peu plus tard, c'était pas la bonne solution. J'en sais rien, toujours est-il que quasiment toutes les filières autrichiennes de bio sont en dépôt de bilan. Le pays où on mange le plus de bio dans le monde est le Danemark. On est entre 10 et 12% suivant les années. Ça stagne depuis 10 ans et ça a plutôt tendance à régresser. Je vous rappelle qu'en France, pour la première fois, ça a régressé l'année dernière. Mais donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'affranchir des contraintes environnementales qu'on était en train de mettre en place jusqu'à la guerre en Ukraine. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là, en fait. Il faut continuer, mais il faut aussi raison garder. C'est-à-dire qu'on a trouvé des systèmes de production qui s'appellent l'agriculture raisonnée. Les bio sont fondamentalement contre, puisqu'on subventionne aujourd'hui une agriculture dite raisonnée, qui utilise beaucoup moins de pesticides, qui gère ses intrants de façon considérable, que ce soit les engrais, etc., et qui vous propose des produits, quasiment... je ne vais pas dire identiques parce que je vais me faire lyncher par les bio, mais qui proposent des produits sains, loyaux et marchands, et surtout qui ne s'interdisent pas, à un moment donné, de pouvoir utiliser un produit qui permet de produire.
Le gros problème du bio, il y a plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes des bio, c'est que s'il y a une catastrophe liée à une maladie, on va laisser tout pourrir, quoi. Et on se dit, la nature a voulu que. Mais la nature, elle fait aussi qu'il y a 1 milliard d'individus qui meurent de faim. Je vous rappelle quand même qu'il y a 5 ans, il n'y avait que 850 millions de personnes qui mouraient de faim sur Terre, que cette courbe ne faisait que descendre. La courbe des obèses montait. C'est drôle, hein. La courbe elle s'est creusée en 2016, et aujourd'hui on a 1,6 milliard d'obèses dans le monde, et on avait 850 personnes qui mouraient de faim ou qui avaient des problèmes. Et cette courbe est repartie à la hausse. Alors, réchauffement climatique, est-ce que l'obésité c'est forcément lié à une surconsommation Pas forcément, c'est une maladie aussi. Non mais attendez, vous parlez des obèses? Ouais. Ah oui, les obèses, c'est sans doute effectivement une surconsommation, une mauvaise consommation, une mauvaise éducation. Si vous buvez du soda... À longueur de journée, effectivement, inévitablement, on a des problèmes. Mais alors, de toute façon... on va faire un petit jeu. Les 3 pays où il y a le plus d'obèses dans le monde sont des pays occidentaux, j'imagine. Allez-y, comme ça. L'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Eh ben voilà, il y en a un de bon. Le premier, c'est le Mexique. Ouais, le Mexique. Ouais. Le Mexique, parce qu'on mange très gras, etc. Le deuxième, c'est la Chine. Le troisième, c'est les États-Unis. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Et la Chine, essentiellement parce qu'ils mangent beaucoup de gras, et ils mangent dans la rue, et ils mangent... enfin, je sais pas si vous savez... Il n'y a plus de cuisine en Chine. Okay. Voilà, dans les appartements chinois, il n'y a plus de cuisine, puisque le mètre carré est tellement utilisé pour loger des gens qu'il n'y a plus de cuisine. Donc on comprend qu'a priori... l'Europe rencontre des difficultés du fait de questions géopolitiques. Inévitablement, les progrès qui ont été faits jusqu'à présent ne doivent pas être mis de côté. Je comprends aussi également... D'autant plus, je me permets de vous interrompre, que nous sommes considérés en France comme l'agriculture la plus vertueuse du monde depuis 3 ans. Et pas par n'importe qui, ça s'appelle The Economist, qui étudie globalement sur un panel de... donc on peut pas remettre le modèle français peut pas être mis en cause en fait finalement par la force des choses. Il peut être amélioré, bien évidemment. Il peut être amélioré, mais est-ce qu'il doit... Mais peut-être pas maintenant justement, peut-être qu'il devrait être mis un peu sous pause en ce moment pour pouvoir... On est peut-être dans une période de transition aussi également entre un mode de consommation raisonné, entre un mode de consommation à outrance et un mode de consommation un peu raisonné. On dit souvent qu'il faut éduquer le consommateur français. Peut-être que avant de basculer dans un nouveau modèle de production, un nouveau modèle économique, il faut que le consommateur français soit éduqué. Vous qui avez créé justement un institut de formation, qui donnait des cours... Le consommateur n'a aucune idée d'un prix de production sur un produit. Mais aucune. Et donc ce prix, il est issu de plusieurs intermédiaires. Parfois, il y en a même énormément. Beaucoup trop, j'en sais rien. Mais rappelons-nous que ce merveilleux consommateur français, il y a le Covid, on ferme les grandes surfaces, se rue dans les fermes et trouve que le local est merveilleux. Tout d'un coup, on retrouve une virginité à l'agriculture, c'est bon paysan. Et là, on s'en fout des pesticides, des machins, enfin, de tout ce qu'on lui targue de pouvoir donner. On retrouve, et Christiane Lambert le disait bien, c'est marrant comment pendant 6, 8, 10 mois, et moi j'ai des très bonnes copines qui font les courses, mais des copains aussi qui font des courses, qui me disent la grande surface s'est réouvert et ils sont refilés. Ouais, c'est la résilience de l'être humain après un choc, c'est ce qui se dit, c'est comme ça que ça a été un peu analysé. Mais effectivement, avant les confinements, le local était publicité, les AMAP à Paris avaient été tous les coins de rue. Oui. Et puis maintenant, finalement, tout le monde s'est rué dans son centre commercial. On parlait de sécurité alimentaire. Par contre, ils reviennent sur du local. C'est ça, donc ça veut dire ce qui fait. Mais la grande consommation, la grande distribution a toujours été un peu, depuis quelques années sur le local. Oui, sauf qu'elle a joué le marché du bio. Ouais, tant qu'en termes marketing. Et là, le bio, vous dites que dans grande surface. On sera à 6. Il y a un marché. Il y a un marché pour le local, il y a un marché pour le véganisme, il y a des marchés pour tout. Mais à raison gardée, c'est-à-dire quand vous avez 6% en bio, il reste quand même 94%. Alors, pourquoi flinguer les 94% pour les 6%? Donc, on est bien d'accord, hein, le bio a ses vertus, etc. Autant je suis très inquiet sur les véganes, qui un jour finiront à l'hôpital. La mode du véganisme, ça ne va pas durer longtemps parce qu'ils vont tous se retrouver sous perfusion, parce qu'il va leur manquer du fer, du machin, etc. Par contre, les bio, oui, pourquoi pas. Si vous avez une frange de la population, si vous avez 6% de frange de la population qui est capable de mettre 20 à 30% plus cher sur un produit, pourquoi pas. Mais regardez bien, la grande distribution a abandonné, s'était fait une virginité là-dessus, l'a abandonné progressivement pour revenir sur du local et s'implanter de plus en plus. Intermarché à sa filière de producteurs, Leclerc à sa filière de producteurs, etc.
etc. Donc on en arrive à ça, quoi. Merci beaucoup Christophe Dequitte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que c'est une interview qui a été enregistrée, qu'elle sera diffusée, elle est enregistrée le 26, elle sera diffusée le 28 avril. Voilà, donc si jamais une grosse actualité est tombée entre-temps, c'est la raison pour laquelle on ne l'aura pas commenté.